Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'influence américaine en Allemagne avant la guerre. Et dans cette vidéo, en fait, je vais surtout me concentrer sur les influences économiques et financières. Retour sur le contexte en 1920 très brièvement, puisque je suis déjà revenu aussi dans la vidéo précédente. L'Allemagne, au sorti de la Première Guerre mondiale, est condamnée à payer une somme absolument énorme. Là, je vous ai mis le détail de 52 à 132 milliards de marques or, ça dépend comment on compte, il y a des débats un peu d'historiens. Mais en tout cas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est une somme absolument colossale, ça tout le monde peut le saisir. Et du coup, cette somme, elle est principalement destinée à... Voilà, je vous ai mis une petite carte avec l'Allemagne pour qu'on comprenne un peu mieux. Principalement destinée donc d'abord à la France, à la Belgique, à l'Italie et au Royaume-Uni. Et l'Allemagne, ben en fait, elle est déjà très affaiblie financièrement par la guerre. Elle n'en a ni les moyens, ni l'envie de payer cette somme énorme, en plus à ses anciens ennemis. Et dans ce contexte, elle va chercher évidemment les moyens d'y échapper. Il se trouve que si l'Allemagne, elle, est sortie absolument très affaiblie de la guerre, un autre pays, quant à lui, est sorti absolument très enrichi de la guerre, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis, ils ont des masses d'argent dont ils ne savent que faire. Et donc ils vont intervenir. Voilà, les États-Unis, quant à eux, sont sortis vainqueurs et très riches de la guerre. Ils se proposent de régler le problème en présentant deux plans à l'Allemagne. Ces deux plans portent tous les deux les noms de deux banquiers américains. D'abord Charles Dawes et Owen Young, représentant de la banque Morgan, banque connue aujourd'hui. Je vous ai mis ici son image dans le Time de l'époque. Adoptés respectivement en 1924 puis en 1928, ils permirent à l'Allemagne d'emprunter des sommes équivalentes à celles qu'elle devait payer pour les réparations de guerre. Donc en apparence, ce sont des plans qui vont aider l'Allemagne à payer sous la forme d'emprunt. Mais en réalité, il y a un dessous de ces plans que je vous propose de découvrir. Le rôle caché des plans Dawes et Young. D'après Anthony Sutton, dans son livre Wall Street et l'ascension de Hitler, ces deux plans, je vous ai mis le livre en haut à gauche, alors écoutez bien, je cite. Offrir l'occasion d'émettre aux États-Unis des emprunts lucratifs destinés aux cartels allemands. Donc déjà, ce livre nous apprend que ces sommes, elles ne sont pas directement reversées par l'Allemagne au pays à qui elle doit de l'argent, du fait des réparations de guerre, mais ces sommes transitent à l'intérieur de cartels allemands. Alors qu'est-ce que c'est ces cartels allemands? Écoutez ça. Ces emprunts sont importants parce que les recettes, levées pour la plus grande part aux États-Unis à partir des dollars des investisseurs, furent utilisées au milieu des années 1920 pour créer et consolider les gigantesques consortiums chimiques et sidérurgiques que sont respectivement IG Farben et Vereinigte Stahlwerk, pardon pour mon accent. L'idée étant que ces deux cartels-là, on a déjà parlé d'IG Farben, sont des cartels qui vont être d'une extrême importance pour l'industrie de guerre à venir. Je finis la citation. Ces cartels n'ont pas seulement aidé Hitler à accéder au pouvoir en 1933, ils ont également produit la grande majorité des matériaux de guerre allemands utilisés dans la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est clair. Ces emprunts fournis par les Américains transitent dans des grands cartels chimiques et industriels militaires allemands pour préparer la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit du début d'un vaste système d'imbrication entre les élites économiques et financières des deux pays. C'est vraiment loin d'être fini. Ce système est très vaste, il est accompagné d'une véritable offensive des investissements américains en Allemagne. Et donc je vous propose de le découvrir en détail, ce qui s'est passé. L'offensive des investissements américains. D'après Jacques Powell, donc ça c'est un autre historien, dans son livre Big Business avec Hitler, écoutez bien, je cite. Aux États-Unis, on chercha des possibilités d'investir de façon intéressante tout le capital qui s'était accumulé dans les coffres des banques et des grandes entreprises. Ça je l'ai déjà dit, les États-Unis richissimes, ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Il en résulta qu'une vague d'investissements américains inonda l'Allemagne, par le biais de la création de nouvelles entreprises, de la reprise de firmes allemandes existantes ou de partenariats avec des entreprises allemandes. Les industriels et banquiers américains considérèrent cette offensive des investissements en Allemagne comme le prélude de leur conquête du marché européen dans son ensemble. Toujours de l'ambition chez nos amis américains, je vous propose un rapide tour d'horizon des investisseurs américains en Allemagne. Accrochez-vous bien. L'entreprise Ford, à l'époque leader mondial de la construction automobile. D'après un article de Pierre Abravomissi, documentariste et historien paru dans le magazine Historia numéro 669 de septembre 2002, donc c'est pas moi qui invente, en 1938, Ford Company ouvrira dans la banlieue de Berlin une usine d'assemblage de véhicules de transport de troupes. Avec Opel, société d'origine allemande, mais propriété de General Motors,
l'autre grand conducteur automobile US, Ford produira près de 90% des half-track de 3 tonnes et 70% des camions de lourd et moyen tonnage utilisés par la Wehrmacht. Utilisés par la Wehrmacht durant la Deuxième Guerre mondiale à venir. C'est vraiment capital ce que je suis en train de vous révéler ici. C'est une, et en l'occurrence même deux sociétés américaines qui ont produit la majorité des véhicules de transport utilisés par l'armée de l'Allemagne nazie. Et c'est pas fini, là je vous avais mis en regard le siège de Ford à Dearborn au Michigan. Hop là, vous voyez, je l'enlève pour vous mettre une autre citation. D'après Wikipédia, là c'est toujours pas moi qui invente, pendant la Seconde Guerre mondiale, Ford se consacre à l'effort de guerre allié en construisant des bombardiers, des jeeps, des moteurs d'avion, des chars de combat pour le complexe militaro-industriel des États-Unis. États-Unis en guerre avec l'Allemagne, vous le savez. Et les usines de Ford en URSS produisent un très grand nombre de camions et autres véhicules pour l'armée rouge, tandis que l'usine allemande et l'usine de Poissy en France ont produit un grand nombre de véhicules militaires utilisés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On a donc une entreprise Ford qui a donc littéralement armé 3 acteurs en guerre en même temps. C'est loin d'être la seule entreprise qui a participé au réarmement de l'Allemagne, qui a investi en Allemagne avant et durant la guerre. Je vous ai mis ici, voilà, l'entreprise Ford est loin d'être la seule. D'après toujours l'Historia Magazine dont j'ai parlé tout à l'heure, ITT, très grande entreprise américaine de l'époque, acquiert 28% du capital de la Focke-Wulf qui produit des bombardiers. Donc une partie des bombardiers nazis durant la guerre sont produits par une entreprise américaine. Vous allez voir, c'est pas du tout fini. Sont également impliqués General Motors, IBM, Dupont de Nemours, General Electric, Kodak, Texaco. Ensuite, d'après Big Business avec Hitler, j'ai déjà cité tout à l'heure de Jack Powell, la Standard Oil, donc c'est l'empire Rockefeller, qui développa des liens avec IG Farben, Alcoa, Dow Chemical, Monsanto, très connu, Westinghouse, Pratt & Whitney, Union Carbide, Gillette, Goodrich, Singer, Coca-Cola, US Steel. Toutes ces entreprises investissent à l'époque en Allemagne, ainsi que quelques banques, JP Morgan, Dillon, Reed & Co et Harriman Brothers et compagnie. En décembre 1941, le nombre de filiales, grandes et petites, d'entreprises états-uniennes en Allemagne s'élevait à 553. Ce qui signifie, en décembre 1941, c'est le moment où l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis, au moment où la guerre est effective entre ces deux pays. 553 entreprises américaines se trouvent sur le territoire du Troisième Reich, en Allemagne nazie, à ce moment-là. Il faut bien comprendre que si tous ces investissements se poursuivent en Allemagne jusqu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ici mon étude parle du moment où ces investissements commencent dans les années 20. J'aimerais donc vous montrer comment cette ruée vers l'Allemagne a été accueillie à l'époque. Voilà l'accueil de cette offensive en Allemagne, d'après Jack Powell. Les grandes entreprises et banques allemandes accueillirent le capital transatlantique à bras ouverts. Elles cherchaient naturellement à diminuer le poids du paiement des réparations, voire à s'y soustraire, c'est ce que je vous ai expliqué. Par le biais de la vente d'importants paquets d'actions aux banques américaines, le capital allemand put être naturalisé en capital américain. Il disparut dans des trusts et holdings américains anonymes. Comprenez, ce transfert financier permet de faire disparaître l'argent et de prétendre ne pas en avoir. De la sorte, industriels et banquiers allemands pouvaient prétendre ne pas disposer de l'argent nécessaire pour effectuer les lourds remboursements qu'on attendait d'eux. Les intérêts des élites économiques des deux pays s'imbriquent, pour le plus grand profit des deux. Vous comprenez bien que chacun y trouve son intérêt et qu'ils se mettent à s'adorer en fait. Cette coopération va se poursuivre avec la création de la BRI, la Banque des règlements internationaux. Son siège fut établi à Bâle, en Suisse, en 1930. Je vous ai mis ici une photo du siège, la banque existe toujours aujourd'hui, vous pouvez aller la voir. Et je vous propose de découvrir exactement où est-ce qu'elle est située. Regardez ici une petite carte avec la Suisse au milieu, et hop là, je vous ai mis le petit cylindre au centre. C'est exactement la ville de Bâle, l'endroit où est la banque. C'est pile, on ne peut pas faire plus près à la frontière entre la France et l'Allemagne. Surnommée la Banque centrale des banques centrales, cette banque est toujours en activité aujourd'hui, je vous l'ai dit. Elle sert de lieu de rencontre et de discussion entre Américains, Allemands et investisseurs internationaux avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous propose de découvrir ça rapidement. Je vous mets ici une nouvelle photo de la banque pour vous citer Big Business avec Hitler. Son premier président fut Gates McGarratt, un financier américain qui entretenait des liens étroits avec l'empire des Rockefeller.
L'intention était que, dans le climat serein de la Suisse neutre, entendons à l'abri des fouineurs, les principaux banquiers des grandes nations se concentrent sur les affaires extrêmement lucratives, car c'est de cela qu'il s'agissait pour eux, liées au paiement par l'Allemagne des réparations de guerre. Je poursuis. Hormis les entreprises et les banques, des cabinets d'avocats américains étaient également impliqués dans les investissements en Allemagne. Le grand spécialiste de ce genre d'affaires juridiques, c'était Sullivan et Cromwell, un prestigieux cabinet d'avocats new-yorkais installé à Wall Street. Les frères John Foster Dulles et Allen Dulles en étaient les associés les plus en vue. Parmi leurs clients figuraient les Rockefeller, propriétaires de la Standard Oil, et bien d'autres propriétaires et administrateurs de sociétés détenant des filiales en Allemagne. Il s'agit ici de comprendre que ce lieu, à l'abri de tout regard et planqué en Suisse, constitue l'endroit idéal pour discuter des affaires secrètes qui se trament, des grandes questions d'argent entre les milieux d'affaires américains et allemands. Au passage, les frères Dulles seront très célèbres après la guerre. L'un d'entre eux deviendra directeur de la CIA et l'autre secrétaire d'État aux affaires étrangères américains. Je poursuis avec la BRI. Pour vous dire que la BRI, durant la guerre, là je fais un petit saut dans le temps, regardez une autre image encore de la BRI, et cette fois ça vient du livre d'Anthony Sutton, écoutez bien ça. Le fait que cette banque disposa d'un personnel véritablement international présentait bien sûr une situation franchement anormale en temps de guerre. Un président américain négociait les affaires quotidiennes de la banque par l'intermédiaire d'un directeur général français, dont l'assistant était allemand, tandis que le secrétaire général était un sujet italien. D'autres ressortissants nationaux occupaient d'autres postes. Ces hommes étaient évidemment en contact personnel quotidien les uns avec les autres. Je vous rappelle que, à cette période, l'Allemagne et l'Italie sont censés être en guerre associée avec les États-Unis et la France est coupée en deux dans une situation un peu double. On remarque au passage que le plus haut poste est donné à un Américain. Maintenant, avant de finir cette vidéo, j'aimerais que nous fassions un résumé rapide de ce que nous venons de voir et que nous nous posions deux questions toutes simples. Avant de vous laisser, vous allez voir, ça ira vite. Perspective. Bilan et question. Nous venons de comprendre que les États-Unis ont aidé l'Allemagne à payer ses réparations de guerre. Les entreprises américaines ont massivement investi en Allemagne, création, rachat, participation, capital d'entreprise, y compris dans le domaine de l'industrie de guerre. Que ces investissements se sont poursuivis durant le régime nazi, que les élites économiques allemandes les ont accueillis à bras ouverts. Et nous avons commencé à voir que ces investissements se sont aussi poursuivis durant le conflit. Et je vous annonce ici que je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Maintenant, j'aimerais poser deux questions. 1. Existe-t-il des liens au-delà des questions d'argent? À savoir des projets communs, une vision de société, une amitié, entre le grand capital américain et le régime nazi. Et je vous annonce là aussi que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Et 2. Existe-t-il un lien de subordination entre les deux parties, les Américains, les Allemands? Nous explorerons la réponse à ces deux questions dans plusieurs épisodes suivants. Mais je ne résiste pas à terminer cette vidéo par une citation tout à fait extraordinaire, qui peut déjà nous donner la puce à l'oreille. Qui contrôle qui? C'est quand même une question capitale à se poser. Il n'y a pas forcément de dirigeants dans une association, mais c'est possible qu'il y en ait aussi. Et j'ai découvert donc dans ce livre, Qui est Hitler, que je vous ai mis en regard, qui est écrit par Ivan Maïski, ambassadeur soviétique à Londres dans les années 30. Et il nous rapporte les propos que lui a livrés Churchill lors d'une soirée du printemps 1935. Écoutez ça. « Qu'est-ce que l'Allemagne hitlérienne » s'exclamait Churchill. « C'est une force dangereuse et terrible. L'Allemagne hitlérienne est une machine de guerre immense, organisée selon des données scientifiques, dirigée par une demi-douzaine de gangsters américains. On peut s'attendre à tout de la part de ces gens. Personne ne sait exactement ce qu'ils veulent faire ni ce qu'ils feront demain. Quelle est leur politique extérieure? On l'ignore. Je ne serais nullement étonné si Hitler dirige son premier coup non pas contre l'Union soviétique, car c'est assez dangereux pour lui, mais contre tout autre pays. Alors en effet, on est quand même là stupéfait de voir que Churchill admet à l'ambassadeur soviétique à Londres, qui n'est pas n'importe qui, que l'Allemagne nazie est dirigée par une demi-douzaine de gangsters américains. Une demi-douzaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelques individus, 6, 7, 8, américains qui dirigeraient l'Allemagne nazie. Alors bon, c'est logique et légitime de se demander qui sont ces gangsters américains.
Eh bien pour moi, on vient d'en avoir un début de réponse. On peut très bien parier qu'il s'agit des grands dirigeants des grandes banques et des grandes entreprises américaines dont les capitaux ont afflué en Allemagne et qui, selon le bon vieil adage qui paye commande, ont peut-être par là même pris le contrôle des opérations. Je ne l'affirme pas ici, je dis que nous avons un immense faisceau d'indices qui nous amène à le penser, et je creuserai encore et toujours plus cette question dans les vidéos qui suivront. Maintenant, je vous ai mis ici mes sources en grande planche parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc Jacques Powell, Big Business avec Hitler, Anthony Sutton, Wall Street et l'ascension de Hitler, 2 livres clés pour comprendre les dessous de la Deuxième Guerre mondiale que je vous conseille absolument de lire. L'Historia Magazine, numéro 669 de septembre 2002, à travers son article de Pierre Abramovici, pour bien montrer que tout ceci n'est pas réservé à quelques auteurs que le monde moderne a pour faciliter à décrédibiliser. Vous savez qu'ici il suffit de dire que de quelqu'un qu'il est conspirationniste, qu'il est je ne sais quoi, pour que plus personne n'écoute ce qu'il a à dire. Donc là, l'Historien Magazine, c'est pas suspect, il n'y a pas d'accusation de quoi que ce soit. Et ça confirme les analyses de ces 2 auteurs précédents. Et la citation d'Ivan Maïski dans ce petit livre qui est des Hitler, qui sont ses souvenirs, je reviendrai beaucoup sur ce livre dans une autre vidéo que je ferai sur la politique extérieure allemande avant la Deuxième Guerre mondiale, épisode près qui sortira dans quelques jours. Merci à tous de m'avoir suivi. Rappelez-vous toujours de ne jamais me croire sur parole, de toujours vérifier ce que je vous dis. Je suis simplement quelqu'un de curieux qui n'a après tout que des défauts, si ce n'est d'être curieux. Allez, salut à tous!